D'accord. Où est le machin pour mettre les verres? Il y en a pas. Je rêve. T'as payé 80 000 $ pour cette caisse et il y a même pas un bidule pour mettre mon verre? Non, je l'ai payé plus de 100 000 $ et il n'y a pas plus rapide comme bagnole de série sur cette planète. De 0 à 100 en 4 secondes, édition limitée, très chère. Ah oui, elle est limitée, c'est le mot. Y a rien pour les verres, y a pas de banquette arrière, c'est rien qu'une bite en or avec 2 chaises, quoi. Et nous, les deux pauvres couilles, ben on traîne par terre à chaque fois. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad. Heureux de te retrouver pour un sujet qui va compléter un précédent podcast que nous avions fait sur le syndrome du nouveau riche, puisqu'on va voir que tu en as été atteint. Et l'objet de ce podcast assez original, au moins on ne pourra pas nous traiter de minimaliste. J'ai acheté une Porsche et je ne m'attendais pas à ça. Et tu vas nous expliquer tout ça. Alors, petite précision qui est extrêmement importante, je n'ai pas été atteint du syndrome du nouveau riche. Tu l'étais déjà? Non, pas du tout. J'ai fait une expérimentation et j'ai voulu voir en fait l'évolution de ma capacité à résister à la gratification immédiate et surtout ma capacité à maintenir ma colonne vertébrale psychologique qui a été bâtie sur plusieurs années, mais on va le voir en détail. Donc tu vas nous parler d'une expérience très personnelle, on va rentrer dans l'aspect personnel sur ce podcast. Le but n'est pas de faire du show-off, mais que tu présentes comme un véritable cas d'étude socio-économique, comme tu l'aimes à le dire, l'achat d'une Porsche. Pourquoi avoir choisi de te prendre toi-même comme un sujet de cette expérience, ce qui est le principe de la réflexivité, c'est ça? Réflexivité. Réflexivité. Et qu'espérais-tu mettre en lumière à travers cette démarche et qu'est-ce que tu comptais compenser? Alors, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que derrière cette acquisition, il y a énormément de sous-jacents d'ordre socio-économique, d'ordre psychologique à exploiter. Et comme j'aime en fait souvent le faire, quand il y a une expérience, c'est rapidement capitalisé en termes de connaissances, de compétences, de connaissances de soi, connaissances des autres parfois. J'aime immédiatement en fait essayer de capitaliser sur qu'est-ce qu'il y a à extraire de cette expérience qui est pour moi assez nouvelle dans la mesure où j'avais conscience de ce que j'étais en train de faire, j'avais conscience des mécanismes socio-économiques, mais je voulais voir en fait comment est-ce que moi j'allais réagir. Et pour revenir sur la réflexivité, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, c'est une compétence comportementale d'ordre entrepreneurial pour la personne qui veut atteindre la position du Vachier. Pourquoi ? Parce que ça demande un effort extrêmement important. C'est au-delà de l'introspection, ça demande d'être brutalement honnête avec soi-même pour pouvoir se prendre comme objet d'étude. Mais on en reparlera en détail. D'ailleurs, ça m'a permis de rajouter un critère à ma définition du nouveau riche. Alors, je sais que tu aimes modifier les définitions sociologiques. Le nouveau riche, c'est celui qui roule en Porsche et qui écoute du rap. Non, je suis là-dessus pas forcément. Ça, c'est du racisme. C'est encore autre chose. Ça, Alors, ça peut être un symptôme. Ça peut être un symptôme. Oui. Au-delà d'une marque iconique, c'est la Porsche aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens vont cliquer, parce que je pense, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on va le tourner, je ne m'attendais pas à ça, on va mettre une vignette de Porsche, donc ça peut être intéressant. Et c'est de voir comment un objet est associé à une réussite, est associé à de l'indépendance, est associé à une forme de virilité. Ich bin Franzose. À la vitesse et au pouvoir. L'achat d'une Porsche dans une logique symbolique classique fonctionne un peu comme une opération de capitalisation statutaire. Comment tu pourrais le définir pour que ça soit compris? Alors, première remarque, la prononciation en allemand est mauvaise. C'est Porsche. Porsche. C'est pas Porsche, c'est Porsche. Ouais.
Donc il faut qu'on respecte la prononciation originelle du mot. Non, je plaisante avec Je suis toi. désolé, je ne suis pas attiré par les voitures de bof. Moi, je suis plus Range Rover, tu vois. Je dirais pas que Porsche est une marque de beauf. Non, de gros bof, t'as raison. Ouais. Non. C'était quoi ta question sur... alors, c'est très marrant parce que, pour la petite anecdote, ma compagne rêvait d'une Porsche. Sauf qu'elle est trop pauvre pour s'en acheter une. Pas du tout. Et je lui ai dit, commence à regarder les gens qui roulent dedans, fais une analyse socio-économique. Si tu vois, si tu arrives à te projeter, c'est bien. Et là, si tu veux ressembler à ces personnes-là, on le fera. Et ça lui a pris un mois pour dire, plus jamais je fais Non, ça. mais attends, le conducteur de Porsche moyen sur un véhicule récent est quand même un blanc, bourgeois, bien éduqué, Alors, etc. C'est pas... en Europe de l'Est, c'est une femme. Europe de l'Est, c'est autre chose. C'est une femme bien carrossée. Je parle en Occident. Tuning un peu, tu vois. Si on reste sur le langage automobile, un peu tuning, ça veut dire les ailes gonflées, tu vois, les voies larges, les voies larges, les lèvres pour augmenter la succion de l'air, si on va le dire comme ça. Et elles roulent toutes en Porsche. On les appelle les RB, donc les Russian Bitches. Traduit, on ne le traduira pas, mais vous êtes assez savant pour pouvoir le traduire. Donc, ce qu'on va voir, on va le découper en plusieurs parties. On va faire une courte introduction. On va parler argent, le contexte financier. Le test involontaire du nouveau riche auquel tu t'es confronté. Et on parlera en réalité de quel est le luxe ultime qui est souvent représenté par ces marques. Par ces marques. Tout à fait. Première remarque aussi, mais ça c'est plutôt, on en parlera dans le contexte. Bon, je laisse ça pour le contexte, c'est que je viens du monde de l'automobile, donc j'ai un rapport particulier à l'automobile sans être un passionné d'automobile et je sais rouler gratuitement. Ça, c'est encore autre chose. T'as raison, c'est une expérience assez personnelle, mais en fait, j'ai voulu en faire profiter le plus grand nombre. J'aime vraiment, en fait, alors, une fois de plus, je ne vais pas me rabaisser, je ne suis pas Pierre Bourdieu, mais j'ai quelques talents d'observation. Je t'avais partagé une observation qui est assez originale. À Berlin, pour donner un exemple, quand on observe les choses, on comprend mieux. À Berlin, les gens qui ramassent les poubelles sont tous blancs et allemands, contrairement à des villes comme Paris, Marseille, Lyon, etc. Et en fait, en creusant, je me suis dit, mais tiens, c'est étonnant, plein emploi, pourquoi ne délègue-t-il pas ce genre de ce qu'on appelle des sales boulots, dont l'utilité est extrêmement importante, l'utilité sociale, parce qu'on voit bien quand on a... durant les grèves, quand on a une absence du ramassage de poubelles, c'est la grosse catastrophe. En fait, les Allemands payent 3 500 € par mois en moyenne pour ramasser les poubelles. Donc, premier constat sociologique, quand on paye des gens, ils veulent travailler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est un petit peu violent pour la France, les Allemands payent mieux les gens qui ramassent les poubelles que les Français payent l'éducation nationale, c'est-à-dire le salaire des enseignants. Donc, de la même manière, j'essaie de me dire, voilà, bon, l'expérience est personnelle, comment est-ce que je fais pour en faire profiter le plus grand nombre? Donc, j'ai essayé d'analyser, donc volontairement, donc j'ai accepté d'être le sujet de cette expérience. Et j'ai essayé de comprendre ce qui avait motivé cette acquisition et qu'est-ce que ça avait déclenché chez moi. Je voulais comprendre, en fait, si ce type d'objet, qui quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, reste encore des marqueurs sociaux encore très forts en Occident. Moins qu'il y a 20, 30, 40 ans. Mais quand même, moi qui habite en Allemagne, alors le rapport à l'automobile est totalement différent parce que c'est la patrie de l'automobile. L'Allemand qui va rouler en très gros cylindré est plutôt bien perçu, contrairement aux Français qui risquent plus de la délation qu'autre chose. Et se faire rayer sa caisse. Exactement. En Allemagne, on a un autre rapport, mais voilà, l'idée, ça a été de se dire, bon, réflexivité. Mais c'est très marrant ce que tu dis, parce que tu parlais de Porsche, et il y avait eu un concessionnaire Porsche en Allemagne qui m'avait expliqué, l'Allemand est locataire d'un petit studio, mais il gare sa Porsche devant. Alors que le Français va être plus propriétaire et va garer sa poubelle devant. Tout à fait, c'est pour ça aussi qu'ils ont le plus gros marché automobile d'Europe. Bon...
il y a aussi cet aspect culturel que tu dis, parce qu'ils aiment l'automobile, les véhicules sont mieux entretenus. On va allouer un budget beaucoup plus important. Bon, je trouve ça complètement con, mais c'est la culture, c'est la culture du pays. Alors, le contexte financier, d'abord, je me suis autorisé cet achat parce que ça représentait moins d'1% de mon patrimoine global. J'ai inventé une expression il y a quelques années, je crois que j'avais la vingtaine, et j'expliquais quand je voyais des gens mettre tout leur argent dans le véhicule, sur de la CSP, on va dire, populaire, dont je viens, et j'expliquais en fait, là il est en train de rouler avec son patrimoine. Donc moi, j'ai décidé que cette acquisition n'allait pas dépasser 1% de la valeur de mon patrimoine global. Autrement dit, le poids de cet achat est anecdotique et ça va être le plus important, il n'a pas de conséquences réelles sur mon capital. Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas violé ma règle de l'accumulation du capital. Donc je l'ai fait en conscience. Après, j'ai un petit peu plus de 40 ans, donc c'est pas la même chose qu'un gamin qui a... T'as quel âge pour que les gens se Non, projettent? mais je ne vais pas donner mon âge, mais j'ai un petit peu plus de 40 ans. Donc je suis né dans les années 80. Tu fais plus vieux. Non, toi tu fais au moins 10 ans de plus que toi. je vois que mon compère est très, très sympa avec moi. Non, l'idée c'est que je n'ai pas violé la règle fondamentale de l'accumulation du capital, c'est-à-dire ne pas consommer son capital. Ça, c'est une erreur d'amateur. Je n'ai pas brisé le processus de capitalisation qui doit m'emmener sur mon optimal, à savoir 10 millions d'euros de capital net. Donc moins d'1%, je pouvais me le permettre et je peux me permettre finalement de faire une étude. Alors je dirais pas, j'ai pas commis d'erreur, je ne regrette absolument rien, mais voilà le contexte financier. Moi je viens d'une époque quand même où l'automobile quand même est un symbole. C'est-à-dire que Les années 80. Les gens qui sont nés dans les années 80, les gens qui viennent aussi d'un climat, d'un environnement social plutôt pauvre. Alors, bon, pour beaucoup de gens, le véhicule de luxe est une espèce de rêve de gosse. Pour moi, c'est encore plus un rêve de gosse quand tu baignes dans la pauvreté parce que sans connaissance, tu penses que la bagnole, finalement, ça fait tout. C'est culturel aussi. Parce que tes cousins dépensent plus en location de voiture pour le mariage que pour le mariage eux-mêmes. Alors, techniquement, ce ne sont pas mes cousins, mais je hais cette pratique autant que toi, si ce n'est pas plus que toi. Donc, je plaisante. C'était la petite pique du jour. Normalement, c'est moi qui me les prends. Donc, non, attends, je pense qu'on cousins. a sur les pics, on a 50% chacun, mais je pense que sur les pics racistes, toi, t'es largement au-dessus de moi. Donc voilà, pour le contexte financier, ça permet également de relativiser la chose. Si tu fais ça en début de capitalisation financière, c'est beaucoup plus grave. J'avais lu, enfin grave, façon de parler, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais chacun poursuit ce qu'il veut, chacun décide de boire soit de l'illusion, soit du réalisme et vivre sa vie d'homme libre ou pas. J'avais lu un truc, on m'a tagué sur LinkedIn, t'as quelqu'un qui m'a envoyé un message suite à le piège du nouveau riche, la Rolex, et il m'a envoyé un message en privé, il m'a dit écoute Fouad, j'ai beaucoup apprécié ton podcast parce que j'ai acheté 3 Rolex. Et c'est vrai que c'était totalement disproportionné par rapport à mon état de fortune et j'ai décidé de le revendre. Et il m'a retagué. Pourquoi ? Parce que tu as dû le voir, tu sais. Ah non, moi j'ai vu autre chose. Ah ouais, tu as vu d'autres choses. Toi, tu as vu la Porsche 911. Tu sais, non, j'ai vu. Il a la vingtaine. Le Macan. J'ai vu le Macan. Non, il y avait. Oui, il y en avait un. C'était une GT3 ou c'est 900 GT3, mais non, l'autre, c'est la Audemars Piguet. Non. Tu t'en souviens pas, moi. Il y a un mec qui m'a menacé de me foutre au tribunal. Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose. Sur ton post, c'était sur ton post LinkedIn où le mec disait ouais, j'ai la Rolex, j'ai le Macan ou un truc comme ça. Moi, je me suis amusé à dire le Macan n'est-il pas le Cayenne Turbo du pauvre ? Ça lui a pas plu au mec. Non, ça lui a pas plu. Puis en plus, il était complètement à côté de la plaque. Alors, je ne dénigre jamais les salariés. Parce que d'abord, je respecte l'utilité sociale de toutes les professions. Il se racontait héritier, non ? Voilà, non, mais en fait, il comptait sur le patrimoine de
de ses grands-parents, et surtout, il essaie de nous expliquer qu'il était dans la position du vachier avec un salaire de 4-5 000 balles. Bref, je pense voilà. Non, c'était vraiment quelqu'un d'autre qui avait acheté une montre à 60 000 euros, 60 000 dollars, qui résidait à Dubaï. Et le gars disait à 23 ans, j'ai acheté une montre. Donc voilà. Je vais reprendre parce que j'ai retrouvé, là, je cherchais sur le téléphone, Frédéric, il s'appelait. Il me fait « Hugo, j'espère que tu es assez riche pour payer ton avocat. Je suis encore maître de mon image » parce que j'avais foutu, tu sais, la capture d'écran de son commentaire, de mon image. Je ne t'ai pas autorisé à diffuser mon image. Ben oui, fallait t'empêcher. Si ton collègue Fouad me bloque, le poste n'est plus public. Bref, un peu de liquidité facile, cela me fera du bien cet été. J'attends ton offre. Avant poursuite, je demande le prix d'une Rolex Pepsi pour ne pas te poursuivre. C'est un ami journaliste qui m'a informé de ta campagne de dénigrement. Je lui ai répondu. Celle-là, tu sais, moi, j'aime bien répondre. C'est ma bêtise. Je lui ai dit, en lieu et place de ta Rolex, je t'offre quelque chose de réellement précieux pour ta réputation. Un Becherel 9, édition luxe, tranche dorée, assorti à ta Versace. Valeur de marché 12,90 € et 0 risque de recel. Son contenu t'aidera à corriger, car 8 fautes dans un post de 150 mots, ça fait pas brillant. Moi, j'ai vu que ça ne servait à rien de conserver de converser avec cet individu. Je l'ai bloqué directement. En fait. Excuse-moi pour le... Mais ça avait été bien rigolo et c'était sur le poste de la... Non, mais après, il y a eu deux autres personnes qui m'ont tagué. Mais voilà, c'est un piège qui est récurrent, surtout sur Internet, surtout pour les gens qui ont l'impression de gagner de l'argent facilement. Moi, j'aimerais apporter une nuance à ça. Parce que pour moi, le père de la capitalisation... qui était mon mentor, le présentait différemment. Et pourtant, niveau capitalisation, on peut, à mon avis, additionner tous les auditeurs du podcast, on n'arrive pas à son niveau de capitalisation. Il avait, quand il a commencé, il disait que dès qu'il touchait de l'argent, il le dépensait. Ce qui sous-entendrait que la personne ne pouvait pas capitaliser. Il disait, je faisais une vente, j'avais 200 pounds, j'allais au restaurant, je les dépensais. Et il disait c'était pour m'habituer à quelque chose et me donner une motivation nécessaire pour vouloir me battre plus. Donc, tu peux avoir les deux côtés. Ça dépend de l'intention dans laquelle tu achètes quelque chose. Et c'est très intéressant de le dire parce que si tu achètes quelque chose pour te faire plaisir et te défoncer, ça peut être n'importe quoi, ça peut te donner un élément motivationnel supérieur qui va te forcer à faire beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'aime bien la nuance et de dire de ne pas tomber dans l'extrême, tu vois, non, mais moi, à la Vivi, quoi. Non, mais je ne suis pas dans l'extrême. En fait, ce dont tu parles, c'est autre chose. C'est mettre de la conscience pour accélérer un comportement, une démarche, une excellence professionnelle, etc. Non, le nouveau riche, la définition, elle est quand même très simple. Dépenses ostentatoires de luxe pour impressionner les autres, s'acheter un statut social. C'est pas du tout ce qu'il faisait le boss. Voilà, non. Donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu achètes... C'est deux choses différentes. Je veux dire, vivre au début... moi, je vais plus loin que ça, si tu veux. Quand tu es jeune, tu n'as pas spécialement vocation à épargner. Moi, j'ai des amis, on était étudiants, ils épargnaient comme des rats. Et moi, je n'épargnais pas du tout. J'étais limite à découvert, etc. Il y a une phase pour épargner. Il y a une phase pour consommer, pour vivre, etc. Il y a une phase pour capitaliser. C'est des choses qui sont différentes. Tu fais les choses pour Et voilà, c'est important. C'est ça qui fait la différence entre une dépense ostentatoire, c'est-à-dire, tu peux avoir une personne, par exemple, qui va mettre, on va dire, 150 000 €. Je vais prendre l'exemple que moi j'aime bien, le Range Rover. Ouais. C'est pas une dépense pour te faire voir dedans. Pourquoi tu n'achètes pas un Range Rover, toi C'est une question. Pourquoi pourquoi est-ce que tu n'achètes pas un Range Rover? Parce que pour l'instant, je vais te dire, moi j'aime vraiment la voiture. Il est classe, je veux dire, c'est un super véhicule. Pourquoi je ne prends pas de Range Rover? C'est que je suis trop en déplacement. Tu vois, j'ai une voiture actuellement, même problématique que toi. Là, je vais rentrer en Espagne
début août, j'ai la voiture, il faut que je fasse le contrôle technique, il n'a pas été fait, il faut que la révision elle soit faite, il faut changer les pneus. Moi, j'ai un ami qui me chambre, il me dit non, mais t'en as pas les moyens, sois honnête avec toi. Non, mais c'est même pas ça. Elle est entièrement payée. Non, mais si tu l'achetais cash, le ranch, ça vaut combien? Jamais. Ça vaut combien? Ça vaut 200 000 Ouais, 210. En plus, ils ont explosé leur prix. Ouais, mais si tu veux, si tu es dans un endroit fixe et tout ça, le problème, c'est que, tu vois, là, je vais être un peu en France, et personnellement, et tu connais la stratégie sur la capacité d'épargne. Pas du tout. Pas du tout. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Est-ce que tu crois que c'est crédible d'arriver chez le banquier avec un Range Rover et avoir que 2000 € de dépenses sur son compte? Venez voir, je vous le montre. il va se douter qu'il y a un problème. Moi, chez Porsche, ils m'ont offert une bouteille de champagne et comme je ne bois pas d'alcool, je l'ai passé à mon banquier. Tu as passé à ton banquier? Bah oui, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux en faire? Du coup, je lui ai fait un cadeau et il était très content. J'espère que tu n'as pas dit ça. Moi, je bois pas d'alcool, donc je vous refonds le cadeau qu'on m'a fait. Je suis pas débile. Donc, tu vois, c'était une petite nuance que je voulais faire. Non, mais t'as bien fait. En fait, ta nuance, elle est très pertinente. Pourquoi? Parce que ça permet de recadrer les gens. J'ai pas envie de recadrer les choses. Pardon, j'ai pas envie qu'on pense que. Et on a fait un épisode là-dessus. Attention, je suis pas dans le frugalisme. Je suis simplement dans un processus d'accumulation du capital de première génération. Peux-tu nous rappeler la description? Voilà, parce qu'il y a des gens qui confondent l'accumulation du capital de première génération et l'accumulation de capital primitive. L'allocation primitive de capital, ça n'a rien à voir. L'allocation de capital de première génération, c'est lorsqu'un individu arrive à se bâtir un capital qui va être transmis à ses enfants et qui va être le point de départ de ce que j'appelle la mobilité radicale, c'est-à-dire significative, pour arriver dans la tranche des 0,1% les plus riches, même si certains nous expliquent que les statistiques, on s'en fout. C'est important de comprendre que la constitution de ce capital de première génération, premièrement, c'est dur. Une fois de plus, même si certains nous expliquent que les 10 millions d'euros est une formalité quasiment mécanique, une espèce de mécanique financière. Donc, avoir les 10 millions d'euros, c'est un premier palier qui est difficile. Et ça exige d'avoir une certaine discipline budgétaire où on respecte la règle de l'accumulation du capital. Et je peux te donner un exemple qui fait que j'ai fait mes comptes là, il n'y a pas longtemps. Et je regardais en fait un poste budgétaire où j'avais aucune idée. Je me suis dit, tiens, je vais faire des comptes. Combien je dépense en restauration par mois? Tu sais combien? Je dirais 3 000. Non, attends, tu m'as pris pour un Américain ou quoi? Si tu mets tout. 3 000, c'est énorme. Non, je ne parle pas des événements professionnels. Je dis combien moi je dépense en restaurant pour moi, ma famille, à l'extérieur. Hein. Je dirais 1 200, 1 300. 1 500 €. Voilà. 18 à l'année. Donc, tu vois, là c'est pas du frugalisme. Moi, ce sont des moments de bonheur, ce sont des expériences. Tu vois, comme nous, quand on va manger chez Pasternak, c'est assez agréable, tu vois. Donc, on a réussi à leur extorquer un café. Putain, franchement, le service à la rue, c'est vraiment pas commode, quoi. Hein. Donc voilà. Donc, non, ta remarque est très intéressante. C'est une question à quel palier t'es. Est-ce que ce que tu fais, c'est disproportionné par rapport à tes objectifs? Est-ce que t'en es où? T'as 20 ans? T'as 40 ans? T'as une structure familiale? T'as pas... Tu vois, ça dépend. C'est pour ça que je voulais le préciser. Mais t'as bien fait. Donc, revenons à notre test involontaire du nouveau riche. Alors, pourquoi ce terme? Alors, le test, si tu veux, j'essaie de comprendre en quoi l'analyse elle est intéressante pour progresser en fait dans la connaissance de soi. J'ai voulu en fait voir, confirmer, démontrer que la consommation ostentatoire en fait c'est une illusion comme moteur de valorisation sociale, c'est-à-dire comme objet de valorisation de ton identité sociale. Tu n'es pas la voiture, tu n'es pas la consommation ostentatoire parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont ce qu'ils ont. Et ça, c'est une erreur assez importante. Donc, j'ai voulu montrer aussi, j'ai voulu comprendre si moi, j'étais en capacité d'éprouver en fait à un certain niveau de capitalisation le fait de me dire que des symboles extérieurs en fait
perdent leur pouvoir sur mon identité sociale. C'est-à-dire que je me suis posé la question, est-ce que ça t'impacte ou pas réellement dans ton estime de soi sociale, dans la perception, peut-être dans ton attente de la perception des autres. Et j'en parlerai, je l'ai vu, notamment. Alors, l'étude est un peu biaisée parce qu'en Allemagne, on te regarde quand même en fonction de ta bagnole. Donc, j'ai vu en fait des parents, tu vois, tu as des parents d'élèves. Quand tu arrives, alors c'est pas une Porsche, c'est pas un Cayman, hein, donc quand tu arrives avec une vraie Porsche à 6 chiffres, en fait, il y a quand même, c'est pas purement français, il y a quand même ce respect de, comment dirais-je, de la représentation de l'idée sociale qu'on se fait de toi. Tu me suis ou pas en termes de raisonnement? Tu peux avoir le même résultat avec un mannequin. Alors ça, c'est autre chose. Je suis déjà avec un mannequin, moi. Donc, peut-être très bonne réponse. Très bonne réponse. Peut-être que tu connaîtras ça un jour. Très bonne réponse. Non, mais personnellement, moi, j'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai trop fait. Non, je déconne. Ce qui est intéressant, combien tu as effectué de kilomètres avec la Porsche? Alors, je voulais juste finir sur un point qui est essentiel, c'est... je voulais... On va parler... Porsche. La choupo. Je voulais savoir, en fait, si j'étais indifférent ou pas à ce que le signe ostentatoire impacte mon évolution stratégique ou pas. Est-ce que j'avais vraiment évolué cognitivement, humainement, dans la maîtrise de soi, dans l'espace que je pouvais mettre entre un objet et mon identité? Est-ce que j'étais capable de vraiment faire cette dichotomie qui est extrêmement importante? Et ça, voilà. Donc, je l'ai laissé en fait agir naturellement et ensuite prendre du recul pour analyser la chose. Combien tu as fait de kilomètres avec cette Porsche? Réponds à la question. Alors, non, je vais répondre de manière... D'ailleurs, elle était en entretien il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai fait le relevé du kilométrage. Alors, j'ai fait 6000 km en un peu plus de 2 ans. 6000 km, alors tu peux préciser c'est beaucoup ou pas pour les gens qui n'ont pas de véhicule ou qui n'ont pas de permis? Non, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a acheté un peu avant la guerre en Ukraine et le prix de l'essence a explosé, quoi. Donc... alors, elle est hybride. Mais tu sais pas la recharger. Ouais, non, j'ai acheté un câble et je ne l'ai jamais rechargé pour échapper aux foudres du fisc français. Tu vois, 6000 km. C'est quoi en moyenne un véhicule essence par an? 15 000. 15 000. Et à l'époque, c'était 20-25 000 pour un diesel. Et tu vois, c'est assez marrant parce que tu vois, tu me demandais tout à l'heure pourquoi ne pas acheter la voiture qui me plaît. Tu reviens là-dessus? Non, tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Non, le gars, il tape directement. Alors oui, non, ça serait une dépense en leasing, ça passe. En leasing, ça passe. Moi, ça passe en plus en amortissement complet sur la boîte. J'ai pas de problème de TVS ou de merde comme ça. Pourquoi je ne veux pas le faire? Déjà, regarde, quand je viens à Berlin, je me déplace qu'avec des voitures de car sharing. Ça s'appelle Six Share. C'est un partage de véhicules. C'est un partage de véhicules. Les Allemands sont propres. C'est pas, tu vas pas retrouver des capotes comme dans les. Non, mais les voitures de Bolloré là. Les Autolib, tu montais dans la voiture, tu trouvais de la capote. Tu pouvais trouver le sida sur les sièges. Ah oui, mais tu n'osais même pas t'asseoir. Tandis qu'ici, dû la rebaptiser, tu vois, le réseau MST. Voilà. Et ici, je prends la voiture, tu peux te garer partout sans payer le parking. C'est confortable, tu laisses ta voiture, c'est des voitures neuves, tu vois, des Golf. En fait, tu as raison, parce qu'on a basculé vers le service. Je consomme un service. Voilà, une économie du partage, de la location. Voilà. Et, tu vois, je te parle de ma voiture qui est en Espagne, qui était aux Pays-Bas avant, mais faut que tu la vendes, cette poubelle en plus. Non, voiture de kéké. Non, mais je voulais. Assume. Non, mais comme dirait l'autre. Assume. La chose. J'arrive, je vais devoir me taper une révision. C'est pas le prix qui compte. Tu roules pas beaucoup en plus. Je roule pas beaucoup. J'ai fait avec cette voiture. Toi, t'as dit 6000 km. J'ai fait en 2 ans et demi 3500 km. Attention, moi la voiture. Elle est parquée, elle est stationnée dans mon lieu de résidence. Elle est en bas de chez moi. Oui. C'est pas un véhicule qui est à 3000 km de chez moi. Moi, j'utilise pas de voiture chez moi. On fait tout à pied. Ouais, moi, j'ai un tramway au pied de mon immeuble. J'ai un tramway. J'adore la voiture. On a des pistes de vélo. C'est hyper bien, mais on en reparlera. Alors voilà, 6000 km. Et je me suis amusé à calculer parce que pareil, j'ai emmené mon vélo électrique en révision. D'ailleurs, ça m'a choqué, quoi. 250 € la révision. Quand je dis qu'aujourd'hui, en Occident, quand tu veux être un bobo, je ne parle pas de la partie politique, je parle de l'art de vivre.
Il faut être multimillionnaire. Ils ont pas 205, mais si, ils ont le meilleur des arts de vivre. Non, ils bouffent du quinoa et du soja. Commerce de proximité, tu manges bio, tu fais tout à pied, tu es dans les meilleurs quartiers, tes enfants sont ultra scolarisés, tu n'as pas de télé, machin, c'est quand même... Je t'avais donné ma théorie sur les bobos. Pourquoi est-ce qu'on les déteste ? Parce que la plupart des gens, l'immense majorité, ne peut pas avoir ce style de vie. Donc j'ai fait 10 000 km avec mon vélo cargo, donc celui que j'utilise en fait tous les jours. Et j'ai vraiment essayé de m'interroger. Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ? En fait, c'est de déposer mes enfants à l'école tous les matins, de venir les rechercher avec le vélo. Ça me fait plaisir. En plus, ça fait une petite activité physique, sportive. Et ça explique pourquoi, parfois, pendant des semaines, je laisse le véhicule sans le toucher. Ouais, et tu vois, la consommation, tu me dis, je vais revenir dessus, encore une fois, parce que tu ne m'as pas laissé finir. D'un point de vue purement financier, et pourtant, j'aime avoir ma voiture. Dans ma précédente fonction, on avait des voitures de fonction qui étaient hors normes. Mais l'intérêt de payer, que ce soit du leasing, que ce soit sur la boîte ou n'importe quoi pour l'utiliser peu, t'as une dépréciation. Je suis devenu, et pourtant je déteste ça, je préfère louer une caisse pendant un mois qui va te coûter peut-être 5 000 balles, alors que j'aurais pensé avant que c'était de l'argent par les fenêtres, qu'avoir une voiture en permanence que je n'utilise pas. Et pourtant, contrairement à toi, j'aime beaucoup conduire. J'aime les longs trajets. J'adore faire des longs trajets. Faire 1000 km, ça ne me dérange pas. Alors, moi, faire un long trajet avec un véhicule confortable haut de gamme, ça, c'est important pour moi. Ouais, et ça, moi j'aime bien. Tu vois, la chose, je serais capable, par exemple, de venir d'Europe de l'Est jusqu'à Berlin en voiture. Ça ne me dérangerait pas, même s'il y a 13 heures de route. Moi, ça me dérange. Moi, ça ne me dérange pas parce que tu vois, j'aime bien être dans la voiture. J'ai la conception de la voiture et ça, c'est quelque chose de très particulier qui est peut-être difficile à visualiser. C'est que quand je partais, quand je travaillais avant, quand je fermais les portes de la voiture, j'avais l'impression d'être dans un univers où je pouvais dire, tu sais, j'avais un message automatique sur l'iPhone qui disait je suis dans la voiture, je vous rappelle plus tard. Et en fait, tu avais une espèce de cocon où tu n'as rien qui te casse les couilles. Tu as envie de t'arrêter, tu peux t'arrêter. Tu veux partir à 8 heures, ah ben non, finalement, je vais rester un peu... C'est le symbole de la liberté. Voilà, je vais mobilité. partir à 10 heures. J'ai envie de partir plus tôt, je pars plus tôt. Je faisais Bordeaux-Amsterdam en voiture, alors qu'un avion, c'est quoi ? C'est 1 heure. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas envie qu'on m'impose 1 heure de départ et qu'on m'oblige... Ah là, il faut partir. Non, j'ai pas fini, ben je partirai. C'est pas grave si j'arrive à 3 ou 4 heures du matin. Donc, j'ai vraiment... Ouais, je comprends la flexibilité, la liberté. Après, il faut faire abstraction de l'efficience parce que l'avion, c'est quand même hyper efficient sur des longs trajets. Ouais, c'est sur des longs trajets. Mais sur... Je pense qu'à partir de 800, 900, 1000 km, là, ça reste quand même intéressant. Ouais, totalement. Mais le stress, je suis toujours stressé quand je monte en avion. C'est normal. C'est normal. Donc voilà, je voulais faire ça. Alors, je voulais partager les résultats sur l'impact de cette acquisition avec tout ce qu'on avait dit sur la Rolex, le piège du nouveau riche, etc. Il y a le test de résistance sur ma capacité à ne pas céder à, ne pas céder à une espèce de rafale. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement quand tu achètes un véhicule haut de gamme ? Qu'est-ce qui se passe en règle générale ? Et tu changes de femme ? T'en prends une plus jeune ? Alors, je souhaite dire à la patronne que je ne suis pas solidaire de ses propos. Même si c'est pour ça que tu préfères le vélo cargo. Même si... Attends, tu sais que... il est tombé en panne. Donc c'est une marque hollandaise, Baboe, et la société a fait faillite, donc on ne pouvait pas changer une espèce de noyau en fait qui entraîne le moteur, machin. Donc j'ai dû changer. Alors ça faisait 5 ans que je l'avais le précédent, mais j'ai dû changer de vélo et ça vaut une blinde. Hein, tu sais les vélos cargo hollandais, c'est hollandais. Ouais. Baboe, mais là j'ai acheté une autre marque et je ne sais pas si c'est une marque allemande, mais c'est un budget. C'est le prix d'une Twingo.
Tu nous casses les couilles avec ton vélo cargo. Moi, j'adore le prendre. C'est Attends. une soirée musée ou c'est un podcast sur l'argent? À quoi ça sert? À quoi ça sert? T'as rien à foutre, tu fous ça dans ton salon et puis c'est tout. Il le touche pas. Ouais. La femme de ménage, elle m'a déjà niqué une lamelle en me le passant au miroir. Désolé pour cette... Non, mais alors, je sais plus. Ouais, je parlais de changement de test de résistance au paradigme. Est-ce que la question que je me suis posée, est-ce que tu es victime de ce que tu décris? C'est bien, tu vois, de parler du syndrome du nouveau riche, du piège, de la Rolex ou d'autres. Est-ce que moi, je suis en capacité de déjouer les pièges que je décris et qu'on diffuse et que un certain nombre de personnes se reconnaissent dans ces risques? Le premier signal, en fait, comportemental, c'est que le symbole, en fait, j'ai compris que le symbole, en fait, il était inutile. Ça, c'est hyper important. Je me suis dit, j'ai basculé dans une autre strate. Peut-être qu'à 15 ans, ça aurait été... Allez, peut-être qu'à 10 ans, ça aurait été différent. Mais là, j'ai compris que... la maturité. Pas que la maturité. Il y a en fait un déplacement, si tu veux, des repères. L'idée, c'est qu'en fait, je suis passé de l'objet statutaire, qui fait un peu rêver. Tu vois, quand je l'ai acheté, il y avait un problème avec une... tu sais, tu as une pièce là où tu as le ventilateur. Les lamelles, oui. Non, voilà, c'était en panne. Du coup, j'appelle l'assistance Porsche et ensuite, il y a un taxieur qui me ramène pour la récupérer une fois qu'elle est réparée. Et donc, il me dit, vous allez chez Porsche, ça, je dis, machin et tout. Et il y avait son fils à côté. Et franchement, tu vois, il a dit un truc, j'ai trouvé ça complètement limitant. Peut-être que je m'en achèterais une à la retraite. Tu vois, donc en termes d'inception, l'idée, c'est qu'en fait, moi, j'ai réussi à passer en fait de l'objet statutaire, qui est quand même une référence en Occident, à maintenant, je suis dans le capital. Je suis plus dans la quête de l'identité sociale. Je suis dans le capital. Je suis dans les capitaux. D'abord, le capital humain. Ensuite, le capital humain de mes enfants. Je suis dans le capital productif parce que le capital est le sous-jacent de ma liberté, etc. Et voilà ce que je me suis dit. Mes repères ont changé. Donc, j'ai eu cette impression parce que, on verra le résultat, surtout ce qui a été très impressionnant, c'est que... Pas d'effet d'hydro, comme on l'avait Alors, mentionné. voilà, il n'y avait pas d'effet d'hydro. Et surtout, en fait, mon cerveau a programmé l'obsolescence de la Porsche très rapidement. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, en 15 jours, franchement, en 15 jours, je n'avais plus d'excitation. Tu vois, tu sais, quand tu vas en concession, que la voiture elle brille, elle sent bon, c'est la première fois que tu conduis ça, tu es content. Mais en fait, 15 jours plus tard, je ne vais pas dire que tu ressens plus rien, mais quasiment rien. Et je me suis dit, tiens, ça ne me provoque plus rien. J'ai réussi, en fait, socialement à neutraliser, à anesthésier ce que représentait cet objet social extrêmement fort et puissant dans mon imaginaire d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte. J'ai réussi quand même à faire en sorte que je ne sois plus impacté par ce que ça représente pour beaucoup de choses, ce que ça représentait pour moi. Donc ça, c'est un peu la conclusion, si tu veux. Principalement, en fait, j'étais vraiment dans un désintérêt total en 2 semaines, ce qui est quand même très rapide. Ce qui arrive souvent avec les choses qu'on achète. Hein. Tu sais, t'achètes le truc, tu le reçois. Non, mais là, c'est un gros truc. Ouais, c'est juste un plus gros truc, mais c'est à peu près pareil. Tu penses que ça... Alors, c'est une question, tu vois, mais... T'es excité quand tu reçois la chose. Est-ce que tu penses que c'est valable pour tout le monde? Quand c'est vraiment... Je te poserai une question avant. Quand tu roules avec ton patrimoine, est-ce que c'est valable? On fera un clap. Je pense que tu sais, je sais pas si je t'avais dit, c'était tout à l'heure, je me suis aperçu que je surestimais certaines personnes. Il ne faut pas surestimer également les réactions, les compétences comportementales, la maîtrise de soi des autres. Il ne faut pas la surestimer. Pas personne. Peu de gens sont dans la réflexivité. Peu de gens sont capables de
se détacher totalement de l'objet. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je suis dans l'ascétisme, que le plaisir matériel ne m'intéresse pas du tout. Non, je dis simplement que je pensais que ça allait me faire plus d'effet, que ça allait agir peut-être plus longtemps, etc. Eh bien non, en 15 jours, désintérêt total. Et ça ne génère aucune valorisation de mon identité sociale. Et pire, c'est pas que j'ai plus de plaisir à la conduire, c'est que, alors sauf quand j'ai une vieille Passat qui a 250 000 km que j'ai laissée à Besançon, là je vois une différence. Tu vois, c'est un peu comme quand tu passes de la business à la bétaillère. J'ai cette petite piqûre, mais au quotidien, en fait, quand je la conduis, j'ai pas un plaisir en fait exceptionnel. Donc, je pense à la revendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est triste de vivre au-dessus de ses moyens. non, pas du tout. J'en étais sûr que tu allais dire ça. Je savais que tu allais dire ça. En fait, moi, j'essaie d'être totalement honnête et j'en étais sûr que tu allais l'utiliser contre moi. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que mais je te en fait, la bagnole, en fait. Attends, on mettra peut-être un clap, parce que peut-être qu'on le coupera, parce qu'il y avait une personne qui m'a posé une question. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je vais te la poser et peut-être qu'on devra la couper. Ouais. Et ça peut être très intéressant parce qu'on n'en a pas parlé dans le truc du nouveau riche. Non, alors pourquoi est-ce que je pense à la revendre ? Parce qu'en fait, elle est parquée pendant des semaines. Je ne l'utilise pas. Je l'utilise très, très, très peu. Pour te dire, j'ai attendu 2 ans pour l'emmener au nettoyage. Tu sais, sur le nettoyage des préparateurs qui font des nettoyages. Dégueulasse. Mais oui, mais parce qu'en fait, je m'en tape, en fait. Ouais. Je suis pas dans, si tu veux, quand j'étais jeune. Donc tu fais pas le ménage chez toi, non, mais non, pas du tout. Quand j'étais jeune, en fait, non, c'est même pas ça. C'est que tu vois, quand j'étais à Besançon, j'avais un réseau notamment de préparateurs automobiles. Ouais. Là, j'ai dit à Patron, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais t'en occuper en essayant de trouver quelqu'un ? Et en fait, moi, je m'en fichais. Et le truc, c'est que quand ça ne représente quasiment plus rien pour toi, tu as évacué le truc de ton cerveau. Je te disais, quand on était un peu plus jeune, je m'étais fait un petit plaisir. J'avais acheté à l'époque, c'était une Golf 3 GTI cabriolet. Je te parlais début des années 2000, 2002, 2003. C'est quand même une voiture de garçon de coiffeur, quoi. Non, mais elle était classe. C'était une Golf 3, tu vois, elle était bleu nuit. Et franchement, c'était vraiment un cuir bleu nuit également. Un coiffeur qui a réussi. Non. Et l'idée, si tu veux, le dimanche, tu allais, tu l'as nettoyé, tu passais ton temps. Maintenant, en fait, moi, je suis plus dans ça. Là, tu comprends ce que je veux dire, la différence ? Je vais mettre un clap. Parce qu'il y avait une personne sur le podcast qui m'avait posé une très bonne question. Sur le podcast du Nouveau Riche, et on en avait parlé. Et t'es pas obligé de répondre, on pourra couper, on fera un deuxième clap. Et il m'avait posé la question, et on ne l'a pas évoqué sur le podcast du Nouveau Riche. Et sur le podcast... Est-ce que j'ai une Rolex ? Non, pas, le symptôme de la Rolex. C'était l'impact, parce que tu peux rester en sang-froid, mais quel impact ça a sur ta femme ou ta compagne ? Je peux répondre ça là-dessus, hein, pas de... Parce que toi, tu peux être détaché, pas des, tu vois, des symboles. Par exemple, moi, mon parrain était un très gros industriel, et tu sais ce qu'il avait fait dans les parquets. Très simple, hein, ça veut dire jean, polo, tu vois. Et son seul signe extérieur de richesse, c'était sa compagne. Qui, elle... C'est pas très sympa pour la gente féminine de dire ça, qu'une femme est un signe extérieur de richesse. Mais c'était le seul truc que quand tu le voyais, où tu disais, tiens, il a de l'argent. Parce que lui, il devait avoir 200 balles, il devait avoir 200 € à l'époque de fringues sur lui. Et elle, ça devait être le prix du string, quoi. Toujours aussi fin, toujours aussi raffiné. Non, parce que elle avait expliqué qu'ils étaient allés dans un Four Seasons et qu'elle s'était fait bouffer son string La Perla. Et la dernière fois, tu me disais que tu voyais pas à quoi je faisais allusion quand je te dis une baguette et pas une ficelle. Oui, non, mais elle s'était fait bouffer le string La Perla aux Maldives par un rat dans un Four Seasons. Ouais. Tu vois, quand je te dis que c'était un signe extérieur de richesse, quel est l'impact ? Est-ce que la voiture a plus d'impact sur ta femme que sur toi ? Non, je ne sais pas, mais ce que je peux te dire déjà, c'est qu'elle l'utilise quasiment pas plus que moi. D'accord. Dès qu'on a l'occasion en fait, de prendre le vélo, tu vois, par exemple, tu as une batterie, c'est un vélo à assistance électrique, donc quand tu as...
Bah, attends, quand tu as 2 enfants à pousser dans une caisse, c'est un vélo cargo. Mm. C'est lourd quand même. Bah, dès qu'il y a quelqu'un qui a oublié de charger la batterie, tu vois, moi je vais râler. Donc, parce qu'on est vraiment. Non, là-dessus, honnêtement, on n'est pas dans. Non, mais donc c'est non, comment là-dessus, il n'y a pas de. Honnêtement, je ne dis pas pour. C'est vraiment. Je pense qu'on a quasiment le même rapport. D'accord, parce que quelquefois tu peux on est plus être sur- avec une compagne qui n'a pas le rapport. Non, là-dessus, non. il, non, avait, il avait parlé. Je trouvais le point très pertinent. Alors, elle m'a pas connu pauvre parce que j'étais déjà dans l'automobile et je devais tourner à, je pense, 100 000 euros par an en travaillant peut-être 1 à 2 heures par jour. Donc, j'étais, on va dire, petite classe supérieure. Mais elle m'a connu avant. Bon, j'avais pas un actif de DICEM, mais je veux dire, c'est pas là-dessus, il y a une évolution. Il y a pas de, j'ai aucun doute, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Je pense qu'on a des réactions qui sont quasiment. Alors, moi, j'ai forcément une perception de l'accumulation du capital qui est différente. Ouais, non, C'est normal. Mais non, honnêtement, elles sont, je ne vais pas dire qu'elles s'en tapent, mais c'est pas. Parce que ça peut être un petit effet d'hydro qui ne nous atteint pas nous, mais qui peut atteindre la Ouais, femme. ouais, non, ta remarque, elle est pertinente. Ça dépend, en fait. Toi, Ça tu peux moi, par exemple, dépend de ton partenaire. la Porsche, je n'ai rien ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais tu peux avoir une femme qui va faire une augmentation. Ma mère. Hein? Une augmentation quoi? Une Ah, je crois que tu me parlais d'augmentation ma mère. Non, une femme qui peut faire une augmentation du train de vie par rapport à la Porsche. Ça veut dire, on veut arriver avec la Porsche devant l'école des enfants, on veut être avec le dernier sac, on veut être avec le dernier Non, mais bijou. Alors que non, nous, on s'en fout. Je vois ce que tu veux dire. Alors, par contre, je préfère te dire, que les choses soient claires, je préfère que ma femme roule en Porsche qu'en Dacia, Logan. Ça paraît... T'es sûr que tu veux la vendre? Non, mais moi je suis souverain sur cette décision, donc mais on en reparlera parce que j'étais à 2 doigts de me dire bon, j'aime bien la Ferrari Roma et tu vois, elle est vraiment belle, elle a des côtés, machin, etc. Mais là, on est presque dans le Diderot. On est presque dans l'effet Diderot, mais là-dessus, non, ma femme, franchement, je pense qu'on est parfaitement alignés là-dessus. Alors, et c'est important. C'est plus des maisons qui nous font plaisir, des lieux de vie. D'ailleurs, il y a un extrait que je t'enverrai qui est brillant, hein, où tu as Vincent Cassel qui est en podcast, je crois, et il dit « J'en ai rien à foutre des montres, j'en ai rien à foutre des bagnoles. Ce qui me fait plaisir, c'est des maisons avec le frigo bien rempli et des enfants. » Ma mère a été... la voiture, elle n'avait strictement rien à branler. C'est-à-dire qu'elle était... Elle était propre à l'intérieur, mais complètement arrachée sur l'extérieur. Elle se garait, ça n'avait aucune importance. Et par contre, dans les maisons, excessivement maniaque. Mais la voiture, elle disait, même si c'était une grosse voiture, elle disait, c'est un moyen de déplacement. Moi, la patronne est maniaque. À la maison, ça brille. Mais la bagnole... ça brille pas. En fait, on s'en tape. Mais vraiment, je suis vraiment dans... Alors que moi, je fais attention. Dans un moyen de... En fait, je l'ai vraiment réduit à un moyen de transport. Limite, je ne vais pas dire que c'est le tramway, mais en fait, c'est que j'ai un détachement total. J'ai pas de... Oui, quand tu arrives, par exemple, je sais pas, tu vas monter dans une Ferrari Roma, tu vas avoir une excitation parce que c'est un objet qui est hors norme, parce que derrière, il y a aussi toute la beauté d'une industrie, de gens absolument formidables qui ont travaillé sur le produit. Tu as une histoire, tu as un certain nombre de choses, mais alors, tu vois, moi, ça va s'estomper très rapidement. C'est très différent. Les voitures, je les avais, elles étaient dégueulasses en extérieur parce que je roulais. Tu sais, en été, elles étaient tapissées de moustiques. Et tu voyais les traces, tu sais, sur le pare-brise là, avec les essuie-glaces, mais il y en avait partout. Par contre, la voiture, quand tu montais dedans, il n'y avait pas un papier. C'est toi qui nettoyais le véhicule ou il y avait un préparateur? Je faisais très attention, c'est-à-dire je me tapais les pieds avant de monter, je laissais rien dans la voiture et j'aime pas nettoyer une voiture, ça me casse les couilles. Il n'y avait pas de préparateur. Mais s'il fallait s'arrêter et passer l'aspirateur... Moi, je ne peux plus nettoyer les voitures. Je l'ai fait. Ça m'est arrivé une fois en Estonie de laisser... Les mecs, ils m'ont dit, vous voulez... J'ai dit, je veux le nettoyage ultime à l'intérieur. C'est-à-dire que les mecs, ils te passent la brosse à dents. Ils m'ont fait, mais à l'extérieur, elle est dégueulasse, votre voiture. J'ai fait, j'en ai rien à voir. Tu vois, un autre exemple de quelque chose qui est un petit peu désagréable pour moi, et vraiment, je ne veux pas faire le bourgeois, mais c'est vraiment ce que j'observe chez moi, tu vois, mettre de l'essence, ça me casse les pieds. Faut s'arrêter,
faut prendre la pompe. Bon, en Allemagne, déjà, c'est mieux que la France parce que tu peux bloquer le... Ouais, mais tu mets ton bouchon. Tu Comment? connais pas la technique? Ah non, je connais pas la technique. En France, tu débouches le réservoir et tu te prends ton bouchon pour le mettre. D'accord, ok, non, je ne savais pas. Euh, Mais si tu veux, ça c'est des petites choses. Je ne sais pas qu'elles sont pénibles. Pour des gens, c'est un plaisir venir mettre ton essence, prendre ton petit café à la station. C'est quelque chose qui, pour moi, ne représente aucun intérêt. Comme tu as des gens qui te disent cuisiner, ça ne représente aucun intérêt. J'achète tous mes repas. Tu vois, par exemple, je ne suis pas dans ça. Je me fais livrer souvent, mais de temps en temps, faire un peu la cuisine. La dernière fois, j'ai fait un truc super. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai fait une tarte aux pommes avec mes filles. C'était pur beurre, avec de la pomme bio, de la compote. Vraiment, tu vois, une belle tarte. Bah, tu vois, là, c'est un moment agréable pour moi. Et voilà. Passons pour finir sur le luxe ultime. Alors, les leçons, on va dire, les leçons sociologiques de cette expérience. D'abord, moi, j'ai vu, en fait, t'as que les gens qui sont pauvres financièrement qui sont impressionnés. Donc, en fait, le syndrome du nouveau riche, dans la dépense ostentatoire qui consiste à impressionner les gens qui sont riches, ça ne marche pas. C'est l'effet inverse. Tu n'impressionnes que les gens plus pauvres que toi. Ah, ça me rassure. Comment? Ça me rassure. Parce que quand tu as acheté ta Porsche, je t'ai dit, mais pourquoi t'as acheté cette poubelle? Non, mais toi, tu étais avec ta classe S de personnes âgées qui est une bonne routière, mais qui manque d'esthétique. Non, premier constat, tu vois. Mais je n'achète pas les voitures pour qu'on me regarde dedans. Moi, j'achète les voitures pour rouler. Oui, mais attends, le véhicule il est quand même très confortable. Mais il n'est pas confortable. Ah, il est pas confortable. Non, mais c'est dur, c'est bas, et pourtant, t'es plus vieux que moi. C'est confortable pour une sportive. Mais c'est même pas une sportive. Mais c'est une sportive, mais c'est une sportive de plus de 2 tonnes. C'est comme si tu dis un sumo. C'est pas une Porsche. Alors un sumo est un sportif de haut niveau pour ton information. Mais pas en endurance. Je te défie de combattre avec lui. Bon, bref. Alors je disais, les plus pauvres, en fait, il y a qu'eux qui sont impressionnés. En fait, le luxe, je me suis aperçu que je l'avais déjà, en fait, et déjà depuis très très longtemps, dans ma manière de travailler, dans mon efficience, en fait, j'ai énormément de temps disponible. Et franchement, quand j'ai fait les comptes, j'ai ce niveau de disponibilité depuis 2007. 2006-2007, j'ai commencé à bosser. Et rapidement, j'étais dans... Alors, je fais beaucoup confiance à mon intuition, que j'ai rebaptisée intuition rationnelle. Je fais beaucoup confiance à cette compétence, à cet instrument intérieur. Et en fait, le luxe, je l'avais déjà. Et je l'ai toujours. Et ça, c'est le plus important pour moi. J'ai ce temps disponible. Le temps qui, pour moi, est une vraie distinction sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet, c'est la maîtrise du temps. On avait, pour faire un parallèle, ce que disait Morgan Housel sur la psychologie de l'argent. Le vrai luxe, c'est vraiment la maîtrise du temps. Et quand tu vois des gens en souffrance professionnelle, ils souffrent de la non-maîtrise de leur temps. Si on voulait être sociologiquement plus violent, de la prostitution chronique qui est opérée tous les mois, avec ce lien de subordination, voire d'aliénation. Donc moi, j'ai cette maîtrise de temps, j'ai déjà cette richesse et j'ai un capital qui me garantit la jouissance exclusive et à ma discrétion du montant. Ça, c'est très important. Autre constatation que j'ai pu faire, c'est que en fait, la mobilité sociale... Une fois de plus, là-dessus, j'ai ajouté, on va dire, une précision dans le terme sociologique. Moi, je préfère parler de mobilité sociale radicale. C'est-à-dire qu'on arrive vers une vraie tranche de mobilité sociale. C'est pour être dans la classe moyenne, étranglé par tout, l'inflation, les impôts, etc. Ça reste de la mobilité si tu viens vraiment de très très bas, mais ce n'est pas une mobilité radicale. Elle passe par ce que j'appelle la substitution des référentiels. Ça veut dire quoi? Changer de classe pour moi. Ça ne se résume pas à accumuler de l'argent, en fait, c'est aussi changer les règles du jeu social qu'on accepte de jouer. Donc moi, je ne joue pas aux règles du jeu du nouveau riche, je joue à la règle du jeu des vrais riches, et je ne suis pas forcément au niveau, on va dire, des 12 000 Français les plus riches, qui ont un patrimoine supérieur à 30 millions d'euros, mais je suis dans ce jeu-là, c'est-à-dire jouir de mon temps, caper mon ambition si c'est nécessaire pour pouvoir continuer à jouir de son temps. Et ça, c'est hyper important parce que j'ai vraiment permuté mes référentiels qui n'étaient pas ceux-là, on va dire, avant 2007-2008, voire même un petit peu plus tard. Donc le vrai surclassement, en fait, c'est pas la Porsche, c'est changer les règles du jeu et c'est surtout
me dire que je peux me détacher très facilement. 5 minutes de montre en main, comme dirait Robert De Niro dans Hit. Je ne sais pas si tu l'as vu la scène. Tu sais, Hit avec Al Pacino et De Niro. En 5 minutes, montre en main, il faut que tu sois capable de te détacher de la chose. Donc, lui, il parlait d'une compagne. Il parlait de la femme de Val Kilmer. Non, de... il parlait de sa propre femme à De Niro, en fait. Il parlait de sa compagne qu'il venait de rencontrer. Et c'est Val Kilmer qui rentre chez lui, il l'attente chez lui et en fait c'est Al Pacino qui lui dit tu sais que je vais être obligé de te coincer et puis l'autre dit je me laisserai pas faire. 5 minutes montre en main, je suis prêt à tout abandonner. Donc voilà le vrai surclassement. Donc je disais c'est pas la Porsche, c'est de ne plus en vouloir et ça c'est intéressant dans mon évolution, c'est-à-dire que j'ai pu m'extraire de ma condition sociale très faible, jusqu'à me dire, moi, la Porsche, ça ne me fait absolument plus rien. Et je pense que ça, c'est une évolution personnelle qui est intéressante, qui est structurelle, qui est structurante. Un terme que j'aime beaucoup, c'est pour ça que ça me fait rire quand on critique Pierre Bourdieu, parce qu'il est de gauche, sachant que je suis presque à l'opposé de cette catégorie politique. Mais quand quelqu'un est brillant, a inventé des concepts intéressants, on les prend, c'est tout. Il a inventé la notion de structure structurante. Et en fait, si ta structure, c'est le véhicule de luxe qui identifie en fait ta personnalité, ça va te structurer tout le temps. Et moi, j'ai modifié la structure structurante initiale. Ça paraît un peu complexe, abstrait, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je suis totalement détaché de ce matériel haut de gamme. Alors, j'ai pas été dans une trajectoire de consommation de ce genre de biens, mais en tout cas, j'ai bien analysé l'impact qui est proche de zéro. Donc pour conclure, sur ce qui est très important pour moi, sur mon estime personnelle, mon estime sociale personnelle, l'impact, il est pratiquement nul. J'ai changé de paradigme à plusieurs niveaux. Et cette indifférence, en fait, face à l'objet, c'est un des indicateurs le plus net d'un déplacement réussi, d'un déplacement vers le haut. Donc, je suis très, très fier plutôt de cette capacité à absorber digérer plutôt un morceau comme celui-ci qui, en étant très honnête, n'était pas du tout le cas il y a un certain nombre d'années. Quelque chose à dire de plus ? Non, voilà, c'était à peu près le retour assez complet que j'avais à faire là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres questions, mais je maintiens ma trajectoire. J'essaie d'être sur la position du vachier et quelle que soit la marque, ça ne va pas me dévier de ma trajectoire. Moi, ça me fait plaisir que tu en aies pris conscience. C'est le gars qui donne des leçons. Ça fait plaisir que tu en aies pris conscience. Peut-être qu'un jour, tu auras les moyens de faire cette expérimentation sociale. Ouais, mais je ne prendrai pas du rouge Bordeaux à l'intérieur. C'est la classe, c'est les Italiens. Tu sais que les Italiens sont les plus grands designers. Tu es d'accord avec moi là-dessus ? Attends, sur les véhicules, sur les supercars, machin, c'est que des marques italiennes. Ferrari, par exemple, qui est la marque par excellence de luxe. Ferrari n'est pas une marque... C'est pas une marque de luxe, c'est une marque de compétition. À la base. Mais aujourd'hui, c'est devenu quoi ? C'est devenu un objet rare, mais je ne considère pas que ça soit un objet de luxe. Alors, je dirais ça dépend le prix de ta Ferrari. Mais peu importe, tu peux prendre une Ferrari à 2 millions d'euros. Pour moi, ce n'est pas... Alors, qu'est-ce qui dans l'automobile, fait référence au luxe, selon toi ? C'est quoi, Bugatti ? Non, Bugatti, c'est pas du luxe. Je vais te dire, pour moi, la définition du luxe... Aston Martin ? Beaucoup plus. Aston Martin, ça va être raffinement. J'ai l'impression que le tableau de bord, le gars qui a fait le tableau de bord dans les années 80 a laissé une espèce de directive de ne pas changer de tableau de bord sur les 30 prochaines années d'Aston Martin. Pour moi, les marques qui illustrent le luxe, Range Rover, Bentley. Un luxe assez... Alors, Bentley, il y a un côté un peu grossier qui me dérange. Rolls, c'est une autre catégorie. Après, ça correspond à une autre pratique. Lada. Moi, j'aurais dit... Le vrai luxe, c'est rien à foutre. J'aurais dit Skoda. Ouais, c'est clair. Non, mais tu peux pas dire qu'une Ferrari, c'est du luxe. C'est un objet rare
mais une Ferrari, c'est pas confortable, c'est pas luxueux. Attention, le confort, là tu mets encore un autre critère. Le confort, ça n'a rien à voir. Alors si tu veux du c'est confort, si tu veux une voiture de non, luxe, mais si tu veux du confort, tu achètes une Citroën C5. Et là, avec des suspensions hydrauliques, pneumatiques, c'est ultra confortable. Avec des fauteuils en velours ou les anciennes Mercedes qui avaient des vrais fauteuils, un vrai confort. Mais là, c'est encore autre chose, le confort. Mais non, mais ça passe partout. Ça va être la finition. Ta super Citroën au 3e Dodan, elle est affaissée, quoi. Non, mais à choisir, là où je te rejoins, je préfère un Range que prendre une Ferrari parce que tu as quand même un truc ultra confortable. Les gens qui ont la classe, qui cherchent le confort, vont prendre une classe S. Les nouveaux riches, bling bling, vont prendre une Panamera. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vois beaucoup de VTC en Panamera, alors que ça décote moins. Bah, justement, ça contredit ce que tu es en train de dire. Puisque le VTC est un banlieusard, un nouveau riche, selon ta définition, et donc il aurait tendance à acheter ce véhicule. Non, il le fait pour le confort. Il est plutôt en Mercedes d'ailleurs. Il est plutôt un Mercedes parce que c'est plus confortable, c'est ce que je te dis. Sur de la berline. Donc, je serais heureux d'être d'accord avec toi, mais la seule chose qui me chagrine, c'est qu'on serait deux à avoir tort. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à maîtriser votre psychologie et maintenir le cap sur la position du Vachier, la magnifique position du Vachier. C'était Hugo pour que vous évitiez des erreurs de goût comme Fouad.